La pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan. L'Union africaine lui a donné un ultimatum de 15 jours pour prendre le pouvoir, pour rendre plutôt le pouvoir aux civils. Finalement, nous en parlons, cette actualité aujourd'hui qui défraie la chronique du côté du Soudan. Après le départ, disons, de Omar el-Béchir, qui a rendu le tablier finalement, malgré lui. Aujourd'hui, finalement, c'est l'Union africaine qui rentre dans la danse, malgré que, disons, la première personne à prendre le pouvoir, je veux parler du général Hof, qui a rendu démission, qui se fait remplacer par un autre militaire. Mais l'Union africaine, finalement, à travers son Conseil paix et sécurité, exige aujourd'hui à l'armée soudanaise de rendre, disons, le pouvoir aux civils. Évidemment, c'est un principe de l'Union africaine. Le traité de Durban en Afrique du Sud qui a créé l'Union africaine est un principe fondamental dans l'organisation de l'Union africaine. Les coups d'État sont formellement interdits. D'accord? Donc un pays où on a un coup d'État, tout de suite là, l'Union africaine prend des sanctions. Des sanctions qui sont le retour d'abord à l'ordre constitutionnel. À défaut du retour à l'ordre constitutionnel, cet État est suspendu de toutes les instances de prise de décision de l'Union africaine. Ça a été le cas au Mali avec Sanogo, ça a été le cas en Guinée avec Dadis Camara et dans d'autres pays africains. Donc le coup d'État est aujourd'hui un fait qui est interdit par l'Union africaine. Maintenant, on verra avec ce coup d'État. Béchir qui était au pouvoir depuis plus de 30 ans. C'est un coup d'État, quelles que soient les raisons. Aujourd'hui, le peuple se lève pendant plus de combien de mois contre el-Béchir. Finalement, c'est l'Union africaine aujourd'hui qui sort sa tête de l'eau pour dire attention, rendez le pouvoir aux civils. Est-ce que l'Union africaine n'a pas une réaction tardive dans cette affaire du Soudan? Non, le principe en droit international, c'est le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mais la question quand même reste posée. Plus de 3 mois quand même, le peuple soudanais était dans les rues, marchait. Il y a eu des violations pures et dures des droits de l'homme. L'Union africaine n'a pas bronché aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une réaction tardive? Pas du tout. Je vous parle de principe. Le principe en droit international... C'est un principe de laisser les personnes mourir? Non, écoutez... Un principe de laisser on ne peut pas en tout cas, un pouvoir faire victoire aux populations? L'Union africaine est une institution internationale à compétence régionale. Elle ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des États. Mais quand il est question de la paix et de la sécurité, parce que l'organe... Qu'est-ce que vous faites alors de la notion de l'intégration des États? Non, l'organe qui a pris la notion de l'intégration des États dans l'organisation. L'organe qui a pris la décision de sanctionner, c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, vous avez 2 Soudans. Avant, il y avait un seul Soudan. Avec les difficultés liées à la guerre, à l'économie, on a créé 2 États différents. Vous avez le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Maintenant, le pays actuellement qui est en difficulté, c'est le Soudan du Nord. Donc le Soudan de Béchir, du président Omar el-Béchir. Et ce Soudan-là, si l'Union africaine ne prend pas des mesures immédiatement pour endiguer ce qui se passe, on risque de basculer dans l'insécurité totale et ça, personne ne pourra maîtriser. C'est pourquoi ils ont dit aux autorités de transition, attention, le coup d'État est en principe... que les civils pourront assurer cette sécurité? Si l'armée garantit la sécurité, vous savez comme en Algérie, on le disait tout à l'heure, l'armée a un rôle de garant de la paix et de la sécurité. Mais l'armée ne peut pas être le juge et être arbitre en même temps. On ne peut pas comprendre que l'armée puisse être à la fois être un acteur du jeu politique. Après 30 ans de pouvoir d'un militaire, pensez-vous que les civils pourront, disons, gérer de façon correcte une armée aujourd'hui qui est habituée à la gestion du pouvoir? Je pense qu'il faut faire la transition guinéenne a été gérée par des militaires. Oui, mais on a eu un chef de gouvernement civil, Jean-Marie Doré, d'accord, qui est un chef de gouvernement civil. Les accords de Ouaga étaient très clairs. Les accords de Ouaga entre Dadis Camara et Sekouba étaient très clairs. C'est un secret de polichinelle. L'armée a joué. On a vu quand même le général Konaté qui était là, qui gérait quand même. Le président de la transition a été le général Sekouba Konaté. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire que c'était une partie de l'institution étatique qui a géré la transition. L'autre partie, c'était le gouvernement civil, piloté par un civil, en la personne de Jean-Marie Doré, qui était le chef du gouvernement et qui a mis en place un gouvernement civil. Alors, au Soudan aujourd'hui, avec cette situation de coup d'État, ce qui est important, c'est qu'on peut mettre justement ce mécanisme institutionnel-là. L'armée est associée, pourquoi? Pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais le gouvernement
pourrait être dirigé par des civils ou des acteurs politiques à l'effet d'harmoniser le système institutionnel et constitutionnel pour préparer les conditions de la tenue d'élections libres et transparentes. À l'instant même dans cette émission, qu'est-ce que vous répondez, disons, à ce commentaire? L'Union africaine finalement est une organisation de protection des différents présidents. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut saluer le rôle de l'Union africaine. Écoutez, s'il n'y avait pas eu la pression de Pour l'Union... vous, El-Béchir, quand même, n'était pas protégé par cette Union africaine? Écoutez, El-Béchir... El-Béchir, 3 mois, triple le prix du pain, la population dans les rues, il y a quand même eu des personnes tuées. On ne peut s'en prendre... Vous-même, vous avez parlé ici, dans cette émission, justement, du déploiement même de chars de combat pour assurer la sécurité du pouvoir en place. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine, cette réaction n'est pas tardive? Elle n'est pas tardive, de mon point de vue. Je pense que on ne peut pas, encore une fois, s'occuper des affaires intérieures des États. Vous savez, c'est un mécanisme en droit de la diplomatie. La diplomatie... Mais la gestion du pouvoir n'est pas une affaire intérieure des États? Si. Mais pourquoi l'Union africaine pourtant donne aujourd'hui la question, c'est que au niveau diplomatique, c'est une question de diplomatie bilatérale. Aujourd'hui, le Soudan est un pays membre de l'Union africaine. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Le Soudan, en tant que pays membre de l'Union africaine, le principe, c'est quoi? C'est qu'on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des États, membres de l'Union africaine. Mais quand il y a des crises politiques à l'intérieur de ces États et qu'il y a de surcroît un renversement de gouvernement, en ce moment, l'Union africaine a l'obligation, en partant de son traité de création, le traité de Sirte et de Durban en Afrique du Sud, qui a créé l'Union africaine, qui a remplacé l'OUA, qui était l'organisation de l'unité africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a la compétence justement de prendre justement une décision pour dire attention, on ne s'est pas mêlé des difficultés dans votre pays par le principe du droit international. Mais au moment où nous sommes, il y a une question de paix et de sécurité dans votre pays et vous menacez également la sous-région. Donc il est très important que nous intervenons pour vous rappeler à l'ordre. Nous vous demandons de faire en sorte que... Si je vous comprends bien, les citoyens qui meurent, les citoyens qui sont brutalisés pendant une manifestation contre un pouvoir, cela ne menace pas quand même la sécurité de la région. Écoutez, on a vu en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est vous qui faites l'amalgame. On a vu par exemple en France... Je pense qu'il y a l'amalgame dans votre explication. Je pense, mon cher ami, vous faites l'amalgame. Je suis vraiment désolé, je suis sincèrement désolé. Mais vous prenez les manifestations des Gilets... Je prends à El-Béchir d'arrêter. Je prends un cas pratique. Vous prenez les manifestations sur les Champs-Élysées. Sauf que nous sommes en Europe. Non, mais écoutez, l'Europe est un bel exemple parce que c'est l'Union européenne là-bas également. C'est pas un bel exemple. Non, mais écoutez, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations très violentes, très violentes plutôt à Paris sur les Champs-Élysées, mais également dans d'autres villes de France. Est-ce que vous avez vu l'Union européenne s'en mêler? Non. L'Union européenne ne s'en mêle pas. Pourquoi? Parce que écoutez, on parle de droit comparé. Non, je vous donne l'exemple parce que vous me parlez de l'inaction de l'Union africaine. Toutes les contestations qu'il y a eu en France par rapport au mouvement des Gilets jaunes, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des cas de blessés, il y a eu des biens détruits, mais l'Union européenne n'a pas dit... Ces morts d'hommes en France n'ont pas été suite à, disons, aux violences menées par des militaires ou par des agents de sécurité. Les agents de sécurité, les agents de sécurité en France, je crois que là, c'est pas le même cadre de figure. En France, les agents de sécurité, les manifestations à Khartoum, c'est les opérations de maintien d'ordre qui se sont passées à Khartoum au Soudan et qui ont mis les populations civiles en confrontation avec la police et la gendarmerie. Et il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Donc c'est le même scénario en France, mais en France, l'Union européenne, je suis désolé, l'Union européenne n'a pas branché un seul mot. Ce que j'ai envie de dire, on a l'impression que vous n'avez pas envie de dire quelque chose dans cette émission. Et que écoutez, vous devriez moi j'ai écrit un livre dans lequel je parle du Soudan. Je n'ai jamais je n'ai jamais caressé El-Béchir depuis l'histoire du Darfour. Vous vous rappelez du conflit du Darfour dans les années 2007-2008 avec le Darfour. À l'époque, j'ai fait un article sur justement la question du Darfour où Omar El-Béchir protégeait les milices Janjaweed et il encourageait la torture et le génocide.
J'ai condamné la répression en tant que telle. La répression en tant que telle. J'ai condamné dans mon article justement cette attitude inhumaine et dégradante du régime de Khartoum. Et vous vous rappelez du mandat d'arrêt délivré à l'époque par le bureau du procureur, à l'époque Morino Ocampo, le portugais, qui était le procureur général de la Cour pénale internationale. Évidemment, évidemment. Oui, mais c'est ce que j'ai envie de dire. C'est là le débat aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que ce n'était pas du protectionnisme? Parce qu'à l'époque même, quand il y a eu émission, disons, d'un mandat d'arrêt contre Omar El-Béchir, il a en tout cas été reçu lors de certains sommets de l'Union africaine. Évidemment, le contraire il y a une solidarité entre les chefs d'État de l'Union africaine. Vous savez que la question de la Cour pénale internationale est une question essentielle pour l'Union africaine. On a dit attention, c'est le tribunal des nègres. Ce sont les nègres qui sont jugés. La preuve, on a jugé là-bas qu'on appelle Pascal Ntaganda. On a jugé également Laurent Gbagbo. On a jugé Jean-Pierre Bemba. Radovan Karadjis est le seul Européen qui est passé justement, le seul Européen. Quand vous prenez les dossiers qui sont passés au bureau du procureur de la République, du procureur de la Cour pénale internationale, il y a plus de dossiers africains que n'importe quel dossier. Ça, c'est un autre débat. Je suis d'accord que conformément à l'article 6, l'article 7 et l'article 8 de la Convention de Rome de 1998 sur les compétences de la Cour pénale internationale, évidemment, il était de la responsabilité de l'Union africaine de mettre en exécution le mandat du bureau du procureur, ce qui malheureusement à l'époque n'a pas été fait. Mais encore une fois, pour revenir à ce coup d'État et par rapport à l'action du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je pense qu'il était de la responsabilité de l'Union africaine, après le coup d'État intervenu au Soudan, conformément au principe même de l'organisation, de rappeler les militaires putschistes à l'ordre. Pour dire que pour vous, l'Afrique est révolue. De suspendre le Soudan, oui. Est-ce que la menace aujourd'hui pour vous de suspendre le Soudan, si jamais cela n'est pas exécuté dans 15 jours, vous pensez que cette menace elle soit réelle, elle soit réelle. Est-ce que cela écoutez, demandez à Sanogo au Mali, demandez à Sanogo au Mali, les militaires au pouvoir au Soudan. Vous rappelez du coup d'État de Sanogo au Mali? Bien sûr. Quand Sanogo a perpétré le coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré, qui était en fin de mandat d'ailleurs, la CEDEAO d'abord, ensuite l'Union africaine, ont pris automatiquement, conformément au traité de création de ces deux organisations internationales africaines, des sanctions contre les putschistes. Le débat semble intéressant, mais Idrissa Condé, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, mesdames et messieurs, histoire de se retrouver demain pour un autre numéro. Pour le moment, continuez à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Au revoir.